Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Et nous entamons ce focus notamment avec la politique sociale du pays. Un pilier d'un avenir juste plus fort dans l'évolution de la politique sociale du gouvernement et de l'engagement de résolution du gouvernement, notamment pour le bien-être de ses citoyens. Le reste dans ce commentaire. Depuis sa création en 2008, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a constamment élargi son champ d'action pour répondre aux défis sociaux croissants. Cette évolution reflète la réalité d'une société confrontée à des enjeux multidimensionnels, notamment la montée de la pauvreté. Dans ce contexte, la mise en place des protections sociales non contributives devient une nécessité pressante, allant au-delà des simples sifflets et filets sociaux de sécurité. Cette nouvelle stratégie se décline en 4 axes majeurs, chacun visant à aborder un aspect crucial de la protection sociale. En premier lieu, les filets sociaux. L'accès aux services essentiels souligne l'importance de garantir à chaque citoyen un accès équitable à des services tels que l'éducation, la santé, le logement. Ensuite, l'autonomisation, l'inclusion économique et financière mettent en avant l'autonomisation des individus en renforçant leur accès aux opportunités économiques et financières. Les mécanismes d'adaptation au choc sont conçus pour protéger les plus vulnérables face aux aléas de la vie, qu'il s'agisse des catastrophes naturelles ou des crises économiques. Enfin, le renforcement institutionnel, technique et financier est essentiel pour assurer la mise en œuvre des efficacités de stratégies en dotant le gouvernement des outils nécessaires pour la soutenir. Ce processus se distingue à son approche participative, impliquant les acteurs nationaux, internationaux ainsi que des partenaires au développement. Il met en lumière l'importance de le travail ensemble pour élaborer une stratégie réaliste, inclusive et adaptée aux défis actuels de la société. La mise en place d'une stratégie nationale de protection sociale non contributive ne concerne pas seulement le présent, mais également l'avenir. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de garantir que chaque citoyen puisse compter sur un filet de sécurité sociale, contribuant ainsi à une société plus équitable et résiliente. Par ailleurs, la stratégie nationale de protection sociale est un élément essentiel de l'action gouvernementale. Elle reflète la vision d'un État soucieux du bien-être des citoyens et prêt à relever les défis sociaux contemporains, et sa mise en œuvre de réussir aura un impact positif sur la vie de nombreuses personnes et contribuera à forger une société plus équitable et prospère pour tous. La Poste de Djibouti, une success story africaine à l'honneur lors de la journée mondiale de la Poste. Le ministre Radouane Abdullahi Bahdoun a prononcé un discours empreint d'optimisme pour l'avenir de la Poste de Djibouti. Le ministre a commencé par rappeler que cette journée coïncide avec le 140e anniversaire de l'Union postale universelle, la deuxième plus ancienne institution des Nations Unies. Il a rendu hommage à l'histoire riche et la poste mondiale et son rôle vital dans la collectivité mondiale. L'un des moments forts du discours du ministre était l'annonce que la Poste de Djibouti figure désormais parmi les 10 premiers opérateurs postaux en Afrique, sur un total de 54 pays sur le continent. Ce succès spectaculaire a été attribué au travail acharné et à l'engagement sans faille des employeurs postaux de Djibouti pour offrir un service postal de qualité exceptionnelle. Au cours des 3 dernières années, la Poste de Djibouti a maintenu un niveau de qualité inégalé dans tous les aspects de ses activités. Le ministre a souligné plusieurs partenariats stratégiques qui ont contribué à ce succès, notamment le rôle de la Poste dans le transfert d'argent en partenariat avec des ONG sans activité en tant que transporteur des échantillons sensibles vers les laboratoires étrangers et son rôle dans le transport des passeports diplomatiques de Djibouti vers les ambassades et chancelleries. Dans le domaine de l'inclusion financière, le ministre a mis en avant l'efficacité de la Poste de Djibouti en tant qu'opérateur financier pour le transfert d'argent en partenariat avec des acteurs mondiaux de renommée tout en respectant des normes de conformité élevées. Le ministre a également vanté le rôle de la Poste dans le domaine du commerce électronique grâce à, rappelons-le, son service ESUC qui permet aux citoyens d'effectuer des achats en ligne avec la possibilité de se faire livrer à Djibouti depuis n'importe quel endroit dans le monde grâce aux adresses virtuelles. Enfin, le ministre a exprimé sa détermination à soutenir l'opérateur postal dans l'adoption de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer davantage ses services et maintenir sa position de leader, notamment en ce qui concerne la livraison à domicile. Et cette conférence de haut niveau, centrée sur un sujet brûlant d'actualité internationale, le reste dans ce commentaire. Une dynamique mondiale qui change la conjoncture économique qui va concert avec celle-ci des plateformes de dialogue. C'est donné pour mission d'explorer le multilatéralisme et le régionalisme, les changements en cours sur les scènes internationales et la construction d'un nouvel ordre mondial. L'importance de cette thématique a résidé dans sa capacité d'influencer et à orienter les orientations politiques futures. Les questions économiques ont été également au cœur des débats. Mais cette fois-ci, la lumière de l'intégration régionale, il s'agissait d'éveiller les consciences et d'offrir des pistes de réflexion sur la manière dont les régions du monde peuvent collaborer pour relever les défis actuels et à venir. Au cours de 5 jours de séminaire, 2 points clés ont été examinés en profondeur, le multilatéralisme et le régional, et les grandes initiatives à intégration régionale dans le monde.
Cette réflexion est d'une importance cruciale. Il évoque que la frontière perd leur rigidité, où les échanges internationaux se multiplient, où la collaboration entre les régions devient de plus en plus essentielle. Le séminaire a été animé par deux éminents experts en la matière, Dr Marco Rizeri et Dr Abdelkader Hussein Mohamed. Leur expérience et leur expertise ont offert aux participants une compréhension approfondie des enjeux géopolitiques actuels, la transformation multilatérale qui sont en train de remodeler la carte mondiale. La participation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Al Youssouf, ainsi que la représentante de l'Union européenne ont démontré l'importance des discussions dans le cadre des politiques nationales et internationales. Dans un monde en mutation constante, où les alliances traditionnelles évoluent, où de nouveaux acteurs émergent sur la scène internationale, la question de l'intégration régionale est de plus en plus cruciale qu'elle jamais. Ce séminaire a offert une occasion précieuse de réfléchir aux moyens de créer un monde plus stable, plus coopératif. Et cette préparation face aux intempéries, la période de pluie peut être une période charnière, mais aussi empreinte, notamment de vulnérabilité accrue, dans un contexte que l'Agence de gestion des risques et des catastrophes, en partenariat avec l'Agence de la météorologie, ont organisé une réunion préparatoire cruciale, notamment en cette période d'intempéries prochaine. Sous la direction éclairée du secrétaire exécutif de l'Agence des gestions risques et catastrophes, M. Ahmed Mohamed Madar, et du directeur général de l'agence météorologique, Mohamed Ismail, un éventail impressionnant des représentants des services publics et des institutions étatiques s'est réuni. Parmi les participants figuraient le ministère de l'Intérieur, le service de l'assainissement et la protection civile, ainsi que la police nationale. Au cœur de cette réunion préparatoire se trouvaient des discussions stratégiques visant à mettre en place les moyens nécessaires pour protéger la population des risques potentiels d'inondation et d'autres conséquences graves des fortes pluies, alors que notre nation est de plus en plus confrontée aux défis du changement climatique. Tels que la sécheresse, l'inondation et d'autres phénomènes dévastateurs, il devient impératif de renforcer notre préparation, notre réponse. Les prévisions saisonnières pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023 ont éveillé des inquiétudes. Elle indique une pluviométrie au-dessus de la norme dans la région. De plus, l'analyse des prévisions des modèles climatiques mondiaux montre une probabilité accrue des précipitations abondantes, voire supérieures à la norme sur presque toutes les régions de la Corne d'Afrique. Cette situation nécessite une action concrète et immédiate pour minimiser les risques pour nos citoyens. Il faut souligner que cette réunion préparatoire témoigne de la responsabilité du gouvernement envers la sécurité et le bien-être de sa population. La préparation aux intempéries, aux catastrophes climatiques est une mission cruciale qui nécessite la coopération de toutes les parties prenantes. Ensemble, les experts et les responsables gouvernementaux ont jeté les bases d'une stratégie proactive visant à protéger notre nation des effets néfastes des efforts de pluie. Il est temps d'agir, de prendre des mesures concrètes et de se tenir prêt, faire face à la nature imprévisible. Dans l'actualité internationale et régionale, cette fois dans l'actualité régionale, nous allons parler de cette start-up ougandaise qui défie notamment en transformant les déchets des bananiers en trésors écologiques. Cette entreprise est devenue un acteur majeur de l'économie cruciale, créant ainsi des locaux en cherchant à élargir son influence à l'échelle nationale et internationale. En Ouganda, l'une des principales nations productrices de bananes en Afrique, un problème majeur est la gestion de déchets issus de la culture de ce fruit, étant donné que les Ougandais sont des grands consommateurs de bananes. Cependant, une start-up locale a entrepris une initiative de recyclage pour résoudre ces problèmes. Cette entreprise collecte le déchet provenant des troncs de bananiers et le transforme en divers produits, notamment de textiles. Selon John Baptiste, directeur commercial de start-up Texfad, le choix de travailler avec la fibre de banane découle du fait que l'Ouganda est l'un des principaux producteurs et consommateurs mondiaux de bananes. Après la récolte, les tiges de bananiers sont généralement laissées en déchets et ce qui entraîne de millions de tonnes de déchets. Le processus de transformation commence par le séchage de tiges de bananiers suivi de leur transformation en fibres robustes grâce à une machine spéciale. Et ces fibres offrent de multiples possibilités d'utilisation, notamment la création de tapis et de dessous de tables, contribuant ainsi à l'économie circulaire. Ces fibres de banane trouvent également une utilisation innovante dans la fabrication d'extensions capillaires biodégradables. Une fois utilisées, ces extensions peuvent être enterrées pour servir de compost, ce qui représente une alternative respectueuse de l'environnement aux fibres synthétiques persistantes. Cette entreprise respectueuse de l'environnement a également créé des opportunités d'emploi dans la région et
aspirer à étendre son modèle d'activité à l'échelle nationale et internationale. Et cette instabilité au niveau du Moyen-Orient, avec cette frappe du Hamas samedi matin, le Hamas avait lancé une attaque majeure contre Israël. La riposte israélienne a été déjà terrible pour les populations civiles palestiniennes à Gaza. En l'espace de 2 jours, l'opération de Luge al-Aqsa, lancée par le Hamas depuis la bande de Gaza, a été suivie de la riposte de l'armée israélienne, entraînant la perte tragique de près d'un millier de vies humaines. Cette escalade de violence, bien que prévisible à la lumière de tensions récurrentes, de la colonisation persistante et de l'oppression quotidienne imposée par un régime d'apartheid, a laissé le monde stupéfié. Depuis le lancement de l'attaque, le combat n'a pas cessé. De la bande de Gaza, le Hamas a annoncé avoir tiré plus de 6000 roquettes jusqu'à Tel Aviv, située à 70 km au nord de Gaza, et a mené pour la première fois dans l'histoire une incursion massive sur le territoire israélien selon une stratégie réfléchie et relayée quasiment en direct sur le réseau de la propagande du Hamas. Ces attaques ont fait plus de 700 morts sur le territoire israélien. En riposte, l'Israël a bombardé la bande de Gaza et faisant 370 morts. Et ce séisme meurtrier en Afghanistan où l'appel à désespérer à la solidarité internationale. Un violent séisme de magnitude 6,3 a frappé l'ouest de l'Afghanistan avec l'épicentre situé à 30 km au nord-ouest d'Herat, une ville de près de 2 millions d'habitants. Le bilan humain continue d'augmenter avec plus de 2 000 morts et près de 10 000 blessés signalés jusqu'à présent, bien que ce chiffre puisse encore évoluer en raison des glissements de terrain dans des zones rurales et montagneuses. Les autorités afghanes, malgré les ressources limitées ainsi que le bénévole du Croissant Rouge afghan, sont en train de mener des opérations de sauvetage pour secourir les personnes prises au piège sous le décombre. Plus de 600 maisons ont été détruites ou partiellement endommagées dans au moins 12 villages de la province d'Herat, touchant au total environ 4200 personnes selon l'Organisation mondiale de la santé. Les conséquences de ces tremblements de terre sont dévastatrices avec de pertes de vie humaines, mais des maisons détruites et des communautés en détresse. Le réplique importante et la difficulté d'accès aux zones touchées rendent les opérations des secours encore plus compliqués. Les appels à l'aide de la communauté internationale sont cruciaux pour fournir une assistance en matière de sauvetage, de soins médicaux, de nourriture et d'abris et d'eau potable. Les agences humanitaires font un travail essentiel dans ces situations de crise, mais elles ont besoin de soutien financier et logistique pour répondre efficacement aux besoins des personnes touchées. Le thermomètre de la planète s'enflamme. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Au cours des 9 premiers mois de l'année, avec une anomalie de température de 1,4 degrés Celsius par rapport à la moyenne pré-industrielle. Le reste dans cette séquence. En septembre 2023, la planète a enregistré des températures records, approchant dangereusement la barre de 1,5 degrés Celsius de l'accord de Paris, selon les données de l'Observatoire européen. Ce mois de septembre a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, s'inscrivant dans une tendance à la hausse des températures mondiales qui perdure depuis plusieurs mois. En effet, 2023 est en passe de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée au cours de 9 premiers mois, avec une anomalie de température de 1,4 degrés Celsius par rapport à la moyenne pré-industrielle de 1850 à 1900. Cette valeur dépasse même 0,05 degrés Celsius, le précédent record de 2016. Cependant, il est important de noter que l'objectif de l'accord de Paris n'est pas seulement basé sur des fluctuations annuelles, mais aussi sur des tendances à long terme. Face à cette crise climatique, les réponses de l'humanité sont jugées insuffisantes par de nombreux experts et leaders mondiaux, notamment le pape François, qui a exprimé son inquiétude quant à l'approche d'un point de rupture. La prochaine conférence de climat de l'ONU, la COP28 à Dubaï, mettra en avant le défi de la sortie des énergies fossiles et les négociations tendues entre le pays pour concilier les objectifs de l'accord de Paris avec le besoin de développement. C'est sur ce point que ce focus de la semaine touche à sa fin. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Téléjoulouti.